Alors, pour le cours de mercredi 12 janvier, donc nous allons d'abord terminer la partie concernant le condensateur. Alors, on était parti sur un condensateur plan, chargé. Il va pouvoir conserver donc cette charge, conserver le champ électrique entre les deux plaques, une fois qu'on aura déconnecté, une fois que la charge sera terminée et qu'on aura déconnecté le générateur. On avait déterminé donc qu'il y avait une relation entre la charge Q et la tension U, entre les bornes du condensateur, la différence de potentiel qu'avait imposé donc le générateur et qui va rester quand on va déconnecter le générateur. Et on avait trouvé que Q était égal à C fois U, où C c'était la capacité en farad. Donc epsilon 0 S sur D, ça c'était dans le cas où entre les plaques du condensateur il y avait du vide ou un isolant. Du vide ou de l'air, pardon, justement. Par contre, si c'est pas du vide ou de l'air, mais un isolant, on appelle ça aussi un diélectrique, exemple du carton, de la porcelaine, du plastique, du plexiglas. À ce moment-là, on admet que tout se passe comme si on avait la même capacité, simplement multipliée par un coefficient, epsilon indice R, epsilon R, qu'on appelle permittivité relative de l'isolant. Cette permittivité relative de l'isolant, elle est forcément supérieure ou égale à 1 et elle est sans dimension. Alors évidemment, pour l'air ou le vide, elle vaut 1. Par exemple, pour la porcelaine, elle vaut 5. Bon. Alors cette valeur, bien sûr, vous sera fournie. Et cette formule est à apprendre directement, sans démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même tension U imposée au condensateur quand on l'a chargé, eh bien, puisque la capacité va être plus grande, si on place un isolant entre les plaques plutôt que de laisser de l'air, par exemple, eh bien, puisque Q égale CU, pour une même tension U, si la capacité est plus grande, la charge est plus grande. Et donc, si la charge est plus grande, bah, le champ électrique va être plus grand. Donc, en fait, on va augmenter le champ électrique, la charge Q et le champ électrique à l'intérieur. Et on va voir tout à l'heure que ça permet d'augmenter l'énergie stockée dans le condensateur. C'est pas vraiment votre programme, mais pour comprendre pourquoi la présence d'un diélectrique va augmenter donc le champ électrique et donc la charge, eh bien, ça fait intervenir ce qu'on appelle la polarisation de l'isolant, la polarisation du diélectrique. Donc, sans rentrer trop dans les détails, juste comprendre le phénomène physique. Dans un isolant, donc vous avez effectivement donc des atomes. Si vous imposez un champ électrique, celui imposé donc par le générateur, par la charge électrique répartie sur les plaques métalliques du condensateur, eh bien vous allez légèrement décaler le nuage électronique, moins, et le noyau, plus. Force électrique qui va entraîner le noyau vers la droite et le nuage électronique vers la gauche. Vous allez donc créer ce qu'on appelle un dipôle électrique au sein de l'atome. Un dipôle électrique induit par le champ électrique qui va être créé par les plaques du condensateur. Alors, qui dit dipôle électrique, eh bien, dit polarisation du diélectrique. On dit que le diélectrique se polarise puisqu'on fait apparaître des dipôles électriques qui n'existaient pas au départ, on les fait apparaître dans le diélectrique. On appelle ça un dipôle électrique induit. Alors, il existe un dipôle électrique permanent, par exemple, dans certaines molécules, comme la molécule d'eau, ça vous l'avez vu en première année. En effet, si on dessine une molécule d'eau, H2O, les liaisons sont polarisées, c'est-à-dire qu'on a une légère charge plus sur les H et une légère charge moins sur les oxygènes, ce qui provoque effectivement là aussi l'apparition d'un dipôle électrique, mais qui lui va être permanent, puisque la molécule elle est en permanence dans cette situation. Alors un dipôle électrique, c'est une source de champ électrique, non négligeable, puisqu'on vous a expliqué en première année que c'était même responsable de la cohésion de la plupart des matériaux, notamment ça permet d'expliquer pourquoi les liquides peuvent rester en cohésion, pourquoi les solides peuvent rester en cohésion. Donc c'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals, des forces de Van der Waals qui vont exister entre des dipôles électriques. Donc il ne faut surtout pas négliger ce phénomène. Donc un dipôle électrique, c'est une source de champ électrique. Ça veut dire que le champ électrique total à l'intérieur du condensateur, c'est le champ électrique créé par les charges qu'il y avait au départ, plus le champ électrique E1 dis P créé par les dipôles électriques. Donc en fait, on a bien augmenté le champ électrique total. Et puisqu'on a augmenté le champ électrique total et augmenté la capacité, on a augmenté la charge électrique Q. Donc pour une même tension, en fait, on aura donc un champ électrique plus grand, donc une charge plus grande. Voilà l'intérêt de la polarisation d'un diélectrique. Alors, revenons maintenant à la situation qui nous intéresse, évidemment, celle d'un condensateur en régime variable. Puisque le condensateur, vous le manipulez depuis la première année,
Et en effet, vous avez manipulé des condensateurs en régime variable. Par exemple, le courant I, la charge Q, elle était sinusoïdale, ou c'est un régime transitoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des formules que l'on a établies mardi dans le cas d'un régime variable? Alors, même chose, schématiquement, je représente le condensateur comme ceci, capacité C, avec ou pas de diélectrique, peu importe, une tension U, une différence de potentiel qui va être variable. Donc ça veut dire que le condensateur, soit il est en train de se charger, soit il est en train de se décharger, soit il y a un générateur qui impose une tension variable. On aura alors une charge électrique variable sur cette armature et l'opposé exact, moins Q de T, ça on l'a expliqué. On aura donc un champ électrique variable à l'intérieur et on aura une intensité. Alors évidemment, les charges libres, elles ne traversent pas l'isolant. Mais puisque Q varie, eh bien, il y aura une intensité qui va se retrouver de l'autre côté, parce que si Q varie, moins Q de T varie. Alors on pourra considérer que tout se passe comme si on peut utiliser la formule démontrée en régime stationnaire, si U de T, I de T, Q de T varie pas trop vite. Donc si on appelle grand T la période de variation de la tension U de T, eh bien si elle reste très très grande devant taux, le temps de relaxation donc, du métal, donc le temps pour que le métal s'équilibre, atteigne un équilibre, l'ordre de grandeur c'est 10-14 secondes pour le cuivre par exemple, donc une fréquence très petite devant 10 puissance 14 Hz, eh bien on pourra considérer qu'on est dans l'ARQS, donc un régime qui est quasi stationnaire, pas strictement stationnaire, mais quasi stationnaire. Et dans la RQS, si on travaille avec des périodes suffisamment grandes, donc des fréquences suffisamment petites, par exemple 10 puissance 14 Hz pour le cuivre, eh bien on pourra réutiliser la formule Q égale CU. Autrement dit, lorsqu'on modifie la tension U, eh bien quasi instantanément, la charge Q se modifie et le champ électrique se modifie. Pourquoi? Parce qu'on considère que le métal, eh bien si vous modifiez U de T, le métal va être perturbé, mais il va quasiment instantanément retrouver une situation de quasi-équilibre, à condition bien sûr que la période soit suffisamment grande devant son temps de relaxation tôt. Donc on va réutiliser Q égale CU. Alors la petite différence par rapport au régime strictement stationnaire, c'est que là l'intensité ne sera pas nulle. Ce sera donc dQ sur dt, le taux de variation de la charge électrique Q. Donc C du sur dt, tiens, on retrouve évidemment les formules de l'électricité classique. On aura alors une puissance instantanée à une date t en watts égale à U fois I, en convention donc récepteur bien sûr, puisque j'ai représenté l'intensité en convention récepteur par rapport à la tension. Alors évidemment, si Q augmente, I augmente. Si Q diminue, U diminue. Donc I est bien dans ce sens-là et Q est bien la charge de l'armature qui est en haut. On retrouve, en remplaçant I par C du sur dt, d sur dt de CU carré sur 2. Donc on retrouve l'énergie stockée à une date t dans un condensateur, donc 1/2 de CU carré en joules. Alors maintenant, en considérant que c'est du vide ou de l'air entre les armatures du condensateur, cette énergie stockée en joules, on peut remarquer en remplaçant C par epsilon 0 S sur D et en remplaçant la tension U par le champ électrique E fois D, l'épaisseur du condensateur, eh bien on constate que cette énergie, c'est S fois D, donc le volume, à l'intérieur du condensateur, fois un terme qui va jouer un rôle très important pour la suite, epsilon 0 E carré sur 2. Et epsilon 0 E carré sur 2, c'est donc une densité volumique d'énergie en joules mètre moins 3. Alors pourquoi ça joue un rôle très important? Parce que cette densité volumique d'énergie, elle existe parce qu'il y a du champ électrique. Voilà enfin, parce que ça fait un bout de temps que je vous en parle, le lien entre le champ électrique et l'énergie. En effet, la présence d'un champ électrique dans le vide, dans l'air, caractérise la présence d'une densité volumique d'énergie, donc d'une énergie locale, en joules mètre moins 3, qui vaut epsilon 0 carré sur 2. Il faudra apprendre par cœur cette expression parce qu'on va beaucoup l'utiliser, beaucoup la rencontrer. Vous admettez que si, évidemment, c'est du diélectrique, si c'est un isolant entre les armatures, l'expression de la densité volumique d'énergie, qui n'est pas à prendre par cœur celle-là qui vous sera donnée dans l'énoncé si nécessaire, il y a juste à multiplier par epsilon R, encore une fois, la permittivité relative. Pourquoi? Parce que la présence d'un diélectrique va augmenter, évidemment, on l'a vu, la charge du condensateur, donc va augmenter l'énergie. Donc l'énergie, puisque epsilon R est supérieur ou égal à 1, l'énergie sera plus grande. Vous pouvez vérifier bien sûr que l'énergie stockée, c'est alors le volume fois epsilon 0 epsilon R sur 2 E carré. Et vous pouvez remplacer le champ électrique par son expression. Et vous allez retrouver effectivement C 1/2 de CU carré avec C la capacité du condensateur s'il y a un diélectrique. Donc là c'est très très important. On a profité donc de cette étude
pour faire apparaître, puisqu'on aura l'occasion de la faire apparaître une nouvelle fois de manière un peu plus générale, pour faire apparaître cette densité volumique d'énergie due à la présence d'un champ électrique. Donc la présence d'un champ électrique, c'est de l'énergie. Bien, donc ce sera tout pour la partie... non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la petite application. Alors, une application concrète. Présence de champ électrique, présence d'énergie, ça je l'ai dit. Voilà, je m'y retrouve. Un condensateur permet de stocker de l'énergie et évidemment de la restituer quand il se décharge. Et on a vu qu'on allait stocker plus d'énergie si on mettait effectivement un isolant, un diélectrique entre les plaques du condensateur. L'autre intérêt du diélectrique, de l'isolant entre les plaques du condensateur, ça le rend plus solide, plus rigide. C'est-à-dire que si vous l'écrasez, en fait, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas le casser. Hein. En général, l'isolant est suffisamment solide pour donner de la rigidité, de la solidité au condensateur. Un petit exemple pour terminer. Alors, on a parlé évidemment déjà, vous vous souvenez de ce schéma donc de la Terre, avec le champ électrique créé autour de la Terre, et effectivement la couche dite sphérique, dite électrosphère, qui caractérise la zone frontière entre l'ionosphère, qui est un plasma, et l'atmosphère, qui n'est pas un plasma. On est à environ 60 km d'altitude. Alors, la présence de cette surface qu'on appelle l'électrosphère, elle est chargée donc positivement, va par influence électrique, comme on l'a déjà abordé, produire effectivement cet excès d'électrons sur la surface de la Terre, chargé moins. Donc la surface de la Terre va être chargée négativement, il y aura un excès d'électrons, et l'électrosphère, il y aura un déficit d'électrons. Ça veut dire qu'entre l'électrosphère et la surface de la Terre, on a une espèce de condensateur avec de l'air, de l'atmosphère entre les deux. Et en effet, le champ électrique dont on a déjà parlé entre les deux. On peut donc faire comme si l'épaisseur, alors bien sûr le dessin n'est pas à l'échelle puisque le rayon de la Terre c'est 6370 km et l'épaisseur donc de l'atmosphère entre l'électrosphère et la Terre c'est 60 km. Donc c'est pas à l'échelle, hein, c'est une toute petite épaisseur si vous voulez à l'échelle du rayon de la Terre. On a vu qu'il y avait 550 000 coulombs à peu près à la surface de la Terre. Donc c'est une charge négative en réalité. Donc on aura une charge Q aussi de 550 000 coulombs pour l'électrosphère, comme pour un condensateur. On parlerait ici effectivement de condensateur à géométrie asymétrie sphérique. Donc, petit h, c'est l'épaisseur de 60 km. On a vu que la tension U, elle était de l'ordre de 400 000 volts entre l'électrosphère et la Terre. Donc Q égale CU, tout se passe comme si on avait un condensateur de capacité 1,375 farad. Ce qui nous donnerait une énergie électrique stockée dans la couche entre la surface de la Terre et l'électrosphère, un demi de CU carré de 220 gigajoules. Alors, évidemment, ça paraît énorme, mais pas tant que ça, parce qu'un réacteur nucléaire EDF d'1 gigawatt, ça on l'a vu, une turbine d'1 gigawatt dans une centrale nucléaire, une turbine, hein, eh bien c'est ce que ça va produire comme énergie en 220 secondes. Donc finalement, l'énergie stockée dans l'énergie électrique stockée dans cette couche atmosphérique n'est pas si gigantesque que ça, en plus à l'échelle de la Terre, vous imaginez. Voilà, cette fois, on en a terminé avec l'électrostatique. Alors on va pouvoir passer au deuxièmement, toujours dans le chapitre grand 3 sur l'électromagnétisme en régime stationnaire. Nous allons maintenant aborder la problématique de la magnétostatique, c'est-à-dire c'est l'autre domaine de l'électromagnétisme en régime stationnaire. Ça va concerner que le champ magnétique, et ça va concerner que les courants, puisque la magnétostatique est complètement indépendante de l'électrostatique, avec ces deux équations, div de B égale 0 et ρ de B égale mu 0j, qu'on va bien sûr retrouver. Alors juste que quelques ordres de grandeur d'abord pour se repérer. Alors le champ magnétique au voisinage de la surface de la Terre, c'est à peu près 5-10-5 Tesla. Alors en effet, la Terre, on aura l'occasion d'en reparler, c'est une espèce de gros aimant, avec un pôle sud magnétique et un pôle nord magnétique. Alors la différence, on l'expliquera un petit peu plus tard, hein, c'est que le pôle nord magnétique, en fait, il coïncide à peu près, un petit décalage près, avec le pôle sud géographique, donc l'Antarctique, et le pôle sud magnétique, il coïncide à un petit décalage près avec le pôle nord géographique, donc l'Arctique. Bien, on aura l'occasion d'en reparler. Là, on vous a représenté quelques lignes de champ magnétique, effectivement, produites par la Terre. Alors, c'est effectivement le champ magnétique terrestre, qui vaut à peu près, on vient de le voir, 10-5 Tesla à la surface. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est grâce à ce champ magnétique terrestre qu'il y a de la vie sur Terre. Parce que sinon, le rayonnement cosmique, c'est-à-dire les faisceaux de protons, les faisceaux d'électrons, les rayons gamma, donc des photons très énergétiques produits par les étoiles,
produits par les explosions d'étoiles, eh bien, traverseraient sans problème l'atmosphère et viendraient nous griller à la surface de la Terre, puisque le rayonnement cosmique, c'est mortel. Alors, par exemple, pour les spationautes dans la station orbitale internationale, eh bien, ça pose un problème, effectivement, puisque les rayons cosmiques, là, ne sont pas déviés par le champ magnétique terrestre. On appelle ça la ceinture de Van Allen. C'est le nom du groupe de hard rock pour ceux qui connaissent, hein, la musique introductive des matchs de foot au stade Vélodrome à l'OM, par exemple, Jump. Bien, donc la ceinture de Van Allen, évidemment, nous protège. C'est un bouclier magnétique, dévie les rayons cosmiques. Et c'est pour ça qu'il y a de la vie sur Terre. Alors, j'étais en train de dire que dans la station orbitale, effectivement, les rayons cosmiques traversent et pénètrent effectivement le corps des spationautes. Alors, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester trop longtemps, hein, puisque ça pose un problème. Et notamment, la vie future de terriens, par exemple, sur la Lune, ne serait-ce que pour faire des études scientifiques, posera un gros problème, puisqu'il faudra réaliser un bouclier magnétique pour dévier ces rayons cosmiques qui sont mortels. Ces rayons cosmiques, en réalité, arrivent quand même à pénétrer un peu dans l'atmosphère, justement au pôle nord et au pôle sud, et ce sont les fameuses aurores boréales, dont on a déjà parlé. Ces rayons cosmiques vont exciter donc les atomes de la haute couche atmosphérique, et ces atomes vont émettre une lumière verdâtre, et ça fait ces jolies nappes, ces espèces de nappes drapées verdâtres, qu'est-ce que sont les aurores boréales. En réalité, hein, c'est un danger mortel, l'apparition de ces aurores boréales, mais c'est uniquement au niveau des pôles. Alors ensuite, oui, c'est 5, 10-5 Tesla, j'ai dit 10-5 Tesla. Ensuite, si vous approchez d'un aimant, permanent, d'un aimant simple, hein, là, par exemple un aimant en U, avec un pôle nord magnétique et un pôle sud magnétique qui attire des clous en acier, eh bien, vous allez avoir un champ magnétique de l'ordre de 1 Tesla. C'est déjà pas mal. Maintenant, si vous approchez d'un électroaimant, par exemple un électroaimant, ça on en reparlera, c'est ce qu'on va pouvoir produire grâce à un courant électrique très très intense et à des matériaux ferromagnétiques, ça on en parlera, on va pouvoir par exemple soulever plusieurs tonnes d'acier. Eh bien, au voisinage d'un électroaimant, vous allez avoir entre 10 et 100 Tesla. Alors 100 Tesla, c'est plutôt les électroaimants qu'on va rencontrer dans les accélérateurs de particules, par exemple au CERN de Genève. De manière anecdotique, hein, à la surface d'une étoile à neutrons, on évalue le champ magnétique à 10 puissance 11 Tesla. Hein. Bon. Maintenant, si vous êtes à 1 cm d'un fil de cuivre parcouru par un courant de 1 ampère, vous allez avoir à peu près 2,5 Tesla. Donc ça ressemble à peu près à l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre. Si vous êtes à l'intérieur donc d'un solénoïde infini, on en a parlé récemment, d'une bobine de très très longue, eh bien vous allez avoir à peu près 10-3 Tesla s'il y a 1000 spires par mètre et 1 ampère dans le fil de cuivre qui constitue cette bobine, ce solénoïde. Donc voilà pour les ordres de grandeur. Alors on va quand même rappeler, petit a, la conservation du flux magnétique. Alors en effet, la divergence de B est toujours nulle, mais même dans le cas général des régimes variables. Donc en régime stationnaire, c'est évidemment vrai. Donc le champ magnétique, il est toujours à flux conservatif. Donc il vérifie toujours les deux propriétés, qu'on va rappeler rapidement. Propriété numéro 1, dans un référentiel, vous prenez une surface fermée fixe quelconque, eh bien le flux de B à travers cette surface fermée est forcément nul. Voilà. Et derrière, il y a donc une loi des nœuds pour le flux magnétique. Donc le flux magnétique à travers une surface fermée est toujours nul. Et on aura l'occasion de retrouver ces notions-là quand on verra le ferromagnétisme. Il y a donc une loi des nœuds pour le flux magnétique. La deuxième propriété concerne un tube de champ fixe, donc un tube de champ magnétique. Hein. Si vous imaginez un tube, une surface latérale tapissée par des lignes de champ magnétique, eh bien le flux magnétique à travers une section S1 de ce tube de champ est forcément égal au flux magnétique à travers une autre section S2 de ce même tube de champ magnétique fixe. Voilà, c'est la conservation du flux magnétique à travers toutes les sections d'un même tube de champ. On a déjà raisonné là-dessus quand on a analysé les cartographies de lignes de champ magnétique. Voilà, je ne perds pas trop de temps sur le flux magnétique, on en avait déjà parlé. Alors par contre, on va passer plus de temps sur le petit b, le théorème d'Ampère. Alors le théorème d'Ampère, c'est un petit peu le cousin du théorème de Gauss pour l'électrostatique. C'est lui qui va être votre outil fondamental en magnétostatique pour déterminer les champs magnétiques. Alors on va d'abord le démontrer. Vous vous en doutez, le théorème d'Ampère, il va se démontrer grâce à l'équation de Maxwell-Ampère, qui en régime stationnaire se résume à rotationnel de B égale mu 0 J, où J c'est le vecteur densité de flux de charge électrique, le vecteur courant, si vous voulez. Alors pour la démonstration, dans un référentiel, on va imaginer un contour fermé fixe, C, j'appelle Q un point quelconque dl un petit morceau orienté, et j'appelle S une surface ouverte fixe quelconque, mais vraiment quelconque, s'appuyant sur C. Là, on est dans le cas général, mais dans la pratique, hein, je vous l'ai déjà dit, on aura des situations simples.
J'appelle ds un élément de surface, p sa position, et ds le vecteur surface en respectant la règle de la main droite. Donc avec votre main, avec les doigts sauf le pouce, vous orientez le contour C, et le pouce vous indique le sens du vecteur ds. Alors la circulation du champ magnétique sur ce contour C, donc l'intégrale sur le contour C, j'ai mis un rond parce que c'est un contour fermé de B scalaire dl, d'après le théorème de Stokes-Ampère, c'est l'intégrale double de ρ de B scalaire ds à travers une surface ouverte S quelconque s'appuyant sur C, mais vraiment quelconque, celle qui vous arrange. On appelle ça le flux du rotationnel de B. Donc voilà, ça c'est le théorème de Stokes-Ampère. Mais ρ de B c'est mu0j. Donc je peux remplacer ρ de B par mu0j. Mu0 c'est une constante que je peux sortir d'intégrale. Et l'intégrale double de J scalaire ds, par définition, c'est l'intensité électrique en ampères qui traverse cette surface S. Voilà pourquoi le théorème d'Ampère, il nous dit que la circulation du champ magnétique sur un contour fermé C quelconque, c'est égal à mu0 fois l'intensité électrique qui traverse une surface ouverte quelconque s'appuyant sur C. On appelle ça aussi l'intensité enlacée par le contour C. Donc j'ai bien mis, quelle que soit la surface S ouverte s'appuyant sur le contour C, c'est-à-dire qu'on prendra celle qui nous arrange. Voilà, la plus simple possible, il n'y aura pas de difficulté. Une petite remarque quand même sur l'orientation. Donc si vous prenez C, ce contour orienté, et s'il est traversé par ces deux lignes de courant traversées par le courant I1 et I2, l'intensité totale qui traverse une surface ouverte quelconque s'appuyant sur C, c'est pas la peine de s'embêter avec le flux ici, c'est directement I1 moins I2. Alors attention, règle de la main droite, on compte positivement I1 et négativement I2, donc c'est bien I1 moins I2. Et ben voilà, vous avez l'outil. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à traiter des cas d'école, des situations. Vous êtes quasiment sûr de tomber sur les situations qu'on va traiter dans le cours. On les reverra pour certaines en TD. Si vous tombez sur une autre situation, ce sera à vous de vous adapter. Hein, mais effectivement, on va voir les cas d'école pour terminer le cours. Donc voilà, on va étudier des situations concrètes. Alors on va commencer par un fil infini. Alors bien sûr, ça n'existe pas. On va imaginer donc un fil très long. En tout cas, on va supposer qu'on se place à une distance r très petite devant les dimensions du fil. De cette manière-là, on peut considérer qu'il est quasi infini. Ça peut être un câble EDF, une ligne à haute tension EDF par exemple. On considère qu'il est parcouru par un courant grand I, bien sûr c'est le même partout. Alors vu la géométrie, on travaillera en coordonnées cylindriques. Donc un point M quelconque sera une distance petit r, UR le vecteur unitaire radial, et je répète, petit r est supposé très petit devant les dimensions du fil pour pouvoir faire comme s'il était infini. Vue de dessus, très important la vue de dessus, vous avez l'axe Z perpendiculaire à la feuille qui vient vers vous, parcouru par le courant I, vous retrouvez le point M, la distance R, et le vecteur UR. On va appeler Uθ le vecteur unitaire orthoradial des coordonnées cylindriques, on en aura besoin. J'appelle M effectivement le point. Alors d'abord, on remarque qu'il y a bien invariance de la distribution de courant par rotation autour de l'axe OZ, puisque ça la transforme en elle-même. Il y a invariance par translation selon l'axe OZ pour la distribution de courant, puisqu'on suppose qu'elle est infinie. Donc le champ magnétique en un point M quelconque, il va dépendre que de la variable R des coordonnées cylindriques. Et en général, en magnétostatique, après, ça va assez vite avec les symétries. Pourquoi? Parce qu'on sait que le champ magnétique, il est perpendiculaire à un plan de symétrie. Donc si vous trouvez un plan de symétrie passant par le point M, c'est fini. Vous savez que B est perpendiculaire au plan et c'est terminé. Alors en effet, c'est le cas du plan P que j'ai dessiné ici. Donc le plan P qui contient l'axe OZ, qui est donc perpendiculaire à la feuille et qui contient le point M, c'est un plan de symétrie pour les courants, puis qui transforme les courants en eux-mêmes. Donc le champ magnétique en M, il est perpendiculaire à ce plan, il est donc selon Uθ, il est orthoradial, et c'est terminé. Voilà, donc B est perpendiculaire au plan, il est selon Uθ, il est orthoradial. Ça veut dire que les lignes de champ magnétique, ce sont tous les cercles d'axe OZ. Voilà, tous les cercles d'axe OZ sont des lignes de champ magnétique. Le champ magnétique, il tourne autour du fil. Alors j'en ai gardé une, que j'appelle C, que j'ai orientée, celle qui passe justement par le point M, qui m'intéresse. Et pour trouver l'expression de ce champ magnétique, je vais passer par le théorème d'Ampère, bien sûr. Le théorème d'Ampère qui me demande de calculer la circulation du champ magnétique à travers donc ce contour C, que j'ai choisi. Puisque j'ai choisi une ligne de champ, le vecteur B et le vecteur dl, ils sont collinaires, parce que dl c'est collinaire bien sûr au contour. Ils sont collinaires dans le même sens, puisque j'ai orienté le contour de manière à ce que Uθ soit dans le sens d'orientation du contour. Donc j'ai B et dl qui sont collinaires, je peux donc retirer le produit scalaire. Ensuite, j'ai B qui dépend que de R, donc qui va être constant sur le cercle, donc je peux sortir le B de l'intégrale. Et la somme continue de dl, l'intégrale de dl, c'est le périmètre du cercle, donc 2πr. Voilà, donc la circulation du champ magnétique dans cette situation, c'est pas compliqué, c'est 2πr fois B. B étant le champ magnétique sur le cercle.
Alors maintenant, il nous faut évaluer l'intensité qui traverse une surface ouverte quelconque s'appuyant sur C, l'intensité enlacée. Il suffit de faire attention à l'orientation. Si vous regardez bien, règle de la main droite, c'est bien plus I et pas moins I ici. Voilà, l'intensité enlacée, c'est le I total, il n'y a pas de problème. Vous avez donc l'expression du champ magnétique créé par un fil infini, en n'importe quel point autour du fil infini, ou presque. Mu0i sur 2πr. Donc on voit bien que quand R tend vers l'infini, B tend vers 0. Donc quand vous éloignez du fil, le champ magnétique diminue, ça paraît logique. Et plus vous êtes près du fil, plus le champ magnétique est grand. Mais il y a un petit problème. Puisque si R tend vers 0, le champ magnétique, on a l'impression qu'il va tendre vers l'infini. Et ça, c'est pas possible, puisque le champ magnétique, il permet d'exprimer une force qui sera jamais infinie. Et on verra bientôt qu'il permet d'exprimer la présence d'une énergie qui ne pourra pas être infinie. Donc il va falloir lever l'ambiguïté. Il y a un problème. Alors pour lever l'ambiguïté, on va étudier le cas d'un cylindre, d'une distribution de courant dans un cylindre, supposé infini, encore une fois, de rayon grand R, de longueur H très grand devant grand R, c'est pour ça qu'on va faire comme s'il était infini. Et en effet, un fil de cuivre, un câble EDF, c'est pas un fil de dimension nulle au sens mathématique. Ça a un rayon de quelques millimètres en électricité, de l'ordre du centimètre pour certains câbles EDF, mais en tout cas, évidemment qu'il y a une dimension. Donc grand R n'est pas nul. Voilà. Donc, je considère une distribution de courant avec un vecteur J cette fois, donc une distribution volumique de courant avec le vecteur J, le vecteur densité de charge électrique qui, je vous rappelle, est en ampères mètre moins 2. Je vais supposer qu'il est uniforme et que les vecteurs J, c'est tous les mêmes partout, ils sont parallèles évidemment à l'axe OZ. J'ai fait le petit dessin perpendiculaire à l'axe OZ, je retrouve le rayon grand R, j'ai placé un point M quelconque, je l'ai mis à l'extérieur, mais il pourra être à l'intérieur, c'est pas un problème. Et je remarque que les invariances et les symétries, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Il y a toujours invariance de la distribution de courant par rotation autour de l'axe OZ et par translation selon l'axe OZ si je suppose que le cylindre se comporte comme s'il était infini. Donc le champ magnétique ne va dépendre que de la variable cylindrique petit r. Ensuite, de la même façon que tout à l'heure, si je prends un plan perpendiculaire à la feuille contenant l'axe OZ et le point M, eh bien c'est un plan de symétrie pour les courants. Donc B est perpendiculaire à ce plan. Et c'est terminé. Il est donc là aussi, bien sûr, selon Uθ, donc orthoradial. Voilà. Les lignes de champ magnétique dans cette situation, ce sont aussi tous les cercles d'axe OZ à l'intérieur du cylindre, à l'extérieur du cylindre, pas de problème. Alors pour commencer, j'ai pris celui que j'appelle C qui passe par le point M à l'extérieur. Je retrouve que la circulation du champ magnétique, comme tout à l'heure, c'est 2πr fois B, il n'y a pas de problème. Et par contre, pour calculer l'intensité qui traverse ce contour C, là il y a deux cas. Alors on va commencer par le cas où petit r est plus grand que grand R. Et là, je constate que l'intensité totale qui traverse une surface quelconque s'appuyant sur le cercle C, par exemple le disque qui s'appuie sur le cercle C, là c'est bien l'intensité totale grand I qui circule dans le cylindre. Donc il n'y a pas de problème. Et grand I, je peux dire que c'est J fois pi grand R carré, puisque grand I c'est l'intégrale double de J scalaire ds sur le disque, par exemple, qui s'appuie sur le cercle. Puisque J et ds sont collinéaires dans le même sens, que J est uniforme, je peux le sortir de l'intégrale, c'est bien J fois la surface. Donc la surface du disque de rayon grand R, donc pi grand R carré. Donc l'intensité totale qui circule dans ce cylindre, c'est aussi J fois pi grand R carré. Donc le champ magnétique à l'extérieur, c'est bien mu0 grand I sur 2πr ou mu0 J grand R carré sur 2r si vous préférez travailler avec l'expression de J. On constate que c'est la même expression que tout à l'heure. Donc quand on est à l'extérieur du cylindre, tout se passe comme si le cylindre se comportait comme un fil. On trouve la même expression que tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est quand petit r est plus petit que grand R. À ce moment-là, l'intensité qui traverse le contour C, c'est pas l'intensité totale. C'est pas J fois pi grand R carré, c'est J fois pi petit r carré. Alors en effet, si vous prenez donc le cercle en pointillé qui est ici, si vous prenez le disque qui s'appuie dessus, vous voyez bien que l'intensité qui traverse ce disque, c'est bien J fois la surface du disque, donc pi petit r carré. C'est donc pas l'intensité totale. Ça nous donne en effet mu0 JR sur 2 Uθ, ou mu0 grand I R sur 2pi grand R carré, Uθ, si vous préférez effectivement travailler avec grand I. Je vois bien que ce n'est pas la même expression que le champ magnétique quand j'étais à l'extérieur. Je vois bien que en R égale 0, le champ magnétique va s'annuler. Donc il n'y a pas de singularité, il n'y a pas d'explosion du champ magnétique. Je vous ai représenté la courbe B en fonction de R. Donc vous voyez, c'est affine de R égale 0 jusqu'à grand R, puis ensuite, ça décroît de manière hyperbolique et ça tend vers 0. Il y a donc bien continuité du champ électrique partout, petit r égale grand R, et il est nul en petit r égale 0, donc il n'y a pas d'explosion.
Voilà, on a donc levé l'ambiguïté. Encore une fois, quand on considère qu'une distribution de courant se caractérise par une ligne, par un fil, c'est un modèle. Donc, on va faire apparaître des problèmes. On va faire apparaître des incohérences, comme par exemple le champ magnétique qui tend vers l'infini. C'est parce qu'il y a un fil de dimension nulle, ça n'existe pas. Le fil, il a toujours une dimension. Et là, on a levé effectivement l'incohérence. Alors, un autre cas d'école, c'est la tranche infinie. Alors, on va imaginer donc une tranche de courant. Voilà. Dans cette tranche de courant, on va considérer que le vecteur J il est uniforme, c'est le même partout, et il est collinéaire à la direction Y. J'ai repéré X et Z, j'ai fait un petit dessin en perspective pour que vous compreniez, mais on travaillera encore une fois dans un plan. J'appelle L1 et L2 les dimensions, H l'épaisseur, et on va pouvoir considérer que cette tranche se comporte comme une tranche infinie si les dimensions L1 et L2 sont très très grandes devant H. Je me permets donc de faire une représentation dans un plan, avec l'axe OY perpendiculaire à la feuille. Je retrouve au Z, je retrouve au X, et les vecteurs J qui vont être perpendiculaires à la feuille comme ça, et l'épaisseur H. Voilà. Alors j'appelle M un point quelconque. On va d'abord analyser les invariances. Donc il y a évidemment invariance de la distribution de courant par translation, selon OY et OX, si on considère que la tranche est infinie. Donc le champ magnétique en n'importe quel point M, à l'extérieur de la tranche ou à l'intérieur de la tranche, il ne peut dépendre que de Z. Donc déjà, j'ai une seule variable, c'est Z. Ensuite, les symétries. Alors, même remarque que tout à l'heure, si je trouve un plan de symétrie, voilà, c'est fini, B est perpendiculaire, on n'en parle plus. Alors en effet, j'ai pris le plan P perpendiculaire à la feuille, qui coupe la tranche en deux ici, qui contient donc l'axe OZ et l'axe OY. C'est bien un plan de symétrie pour les courants, ils transforment J en leur symétrique, c'est eux-mêmes ici. Donc P, c'est bien un plan de symétrie. Donc en un point M appartenant à ce plan de symétrie pour les courants, B est perpendiculaire à ce plan. Donc il est selon UX, voilà, on n'en parle plus. C'est terminé. Alors on en profite pour regarder ce qui se passe en M', le symétrique de M par le plan XOY, puisque le plan XOY, c'est aussi un plan de symétrie pour la tranche, puisqu'il la coupe en deux aussi. C'est bien un plan de symétrie qui transforme J en son symétrique, c'est-à-dire lui-même ici. Donc le champ magnétique en M', le symétrique de M, bah, il est antisymétrique, attention. Voilà pourquoi il est dans l'autre sens. Donc B en M et B en M', c'est l'antisymétrique. Le champ magnétique, il fait le contraire du champ électrique, ne l'oubliez pas. J'en déduis donc que le champ magnétique, il ne dépend que de Z, il est selon UX. Les lignes de champ de B, ce sont toutes les droites parallèles à l'axe des X. Alors dirigées vers les X croissants au-dessus, en tout cas au-dessus du plan X ou Y, et dirigées vers les X décroissants en dessous du plan X ou Y. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer le théorème d'Ampère pour trouver l'expression de ce champ magnétique. Là, le contour d'Ampère, le contour fermé, ça va pas être un cercle, puisqu'on est en cartésienne, on va prendre un rectangle. Donc je prends un rectangle qui passe par le point M et le point M'. Vous voyez, ça peut pas être plus simple. J'appelle grand L l'épaisseur de la largeur pardon, de ce rectangle, et je vais calculer la circulation du champ magnétique sur ce rectangle. Alors, je constate déjà que sur cette partie-là, B et DL sont collinéaires dans le même sens, et que B est constant, puisque B ne dépend que de Z, donc il est constant sur cette partie-là. Sur cette partie-là, passant par M', pareil, B et DL sont collinéaires dans le même sens, et B en M', bah, il est constant, parce qu'il dépend que de Z. Et puisque B en M', c'est l'antisymétrique de B en M, en norme, B en M égale B en M'. Par contre, sur les deux côtés qui sont ici, eh bien, le vecteur dl, il est collinaire à l'axe OZ, et B selon UX, donc B scalaire dl, ça va faire 0. Ça va faire 0 ici et 0 ici. Voilà pourquoi la circulation du champ électrique sur ce rectangle, ça va être tout simplement 2B en M fois L. Donc B en M fois L plus B en M' fois L, si vous voulez, mais B en M' égale B en M en norme, puisque B en M' et B en M sont antisymétriques, donc ont la même norme, donc 2BL. Ensuite, pour avoir mu0 fois l'intensité enlacée, eh bien, c'est l'intensité qui traverse une surface ouverte s'appuyant sur ce contour rectangulaire. Je prends la plus simple possible, je prends la surface du rectangle. Et là, je vois bien qu'il y a du courant que sur cette partie-là, sur ce rectangle-là, d'épaisseur, de hauteur h et de largeur grand L. Donc ça va être J fois la surface, donc J fois h grand L. Donc si le point M est à l'extérieur de la tranche, le champ magnétique vaut mu0JH sur 2 UX, ça c'est si on est au-dessus. Et si on est en dessous, en M', donc Z inférieur à moins H sur 2, ce sera moins mu0JH sur 2 UX. Je constate que le champ magnétique semble être uniforme au-dessus et uniforme en dessous. Ça veut dire que même si je m'éloigne à l'infini de la tranche, j'ai toujours le même champ magnétique. Bien sûr, c'est pas vrai. C'est parce qu'on a considéré que la tranche était infinie.
Dès que vous éloignez avec des distances qui vont être de l'ordre de grandeur des dimensions de la tranche, notre modèle ne marche plus. Et le champ magnétique, bien sûr, qui va tendre vers zéro si vous vous éloignez en réalité de la tranche. C'est ce qu'on appelle des effets de bord. Alors maintenant, le cas où on est à l'intérieur de la tranche. Donc si le point M est à l'intérieur de la tranche, et aussi M', sont symétriques par rapport au plan X ou Y. Donc si valeur absolue de Z est inférieure à H sur 2. Bah, c'est la même chose. Je prends un contour d'ampère rectangulaire. J'appelle grand L la largeur du rectangle. Et là, par contre, la hauteur, ça va être 2Z, puisque le point M, il est à la cote Z. Donc là, j'ai bien 2Z, puisque M' est symétrique de M. Ça veut dire que là, l'intensité qui traverse la surface s'appuyant sur le rectangle, c'est J fois la surface, donc J fois 2Z grand L. Voilà pourquoi le champ magnétique, il vaudra mu0 JZ. Alors que Z soit positif ou négatif, ça tombe bien, ça c'est valable partout, quelle que soit la valeur absolue de Z inférieure à H sur UX. J'en déduis donc que le champ magnétique, cette fois, il dépend de Z. Voilà pour le cas du champ magnétique à l'intérieur de la tranche. Donc si je représente B de Z en fonction de Z, eh bien je vais constater qu'il y a bien continuité en Z égale H sur 2, en Z égale moins H sur 2, et que B il est nul en Z égale 0, donc il n'y a pas de problème de champ magnétique qui tend vers l'infini. J'ai fait un petit dessin avec les lignes de champ magnétique au-dessus du plan X ou Y, à extérieur, intérieur de la tranche, intérieur, extérieur, et là, en dessous de X ou Y, on est dans l'autre sens. Alors attention, ça veut dire qu'on a l'impression que les lignes de champ magnétique, elles sont collinaires au plan X ou Y. Or, c'est pas possible ça, puisque les lignes de champ magnétique, elles sont pas collinaires à un plan de symétrie, comme le plan X ou Y, elles sont perpendiculaires normalement. Eh ben, il n'y a pas d'incohérence, parce qu'en fait, les lignes de champ magnétique en X ou Y, elles n'existent pas, puisque le champ magnétique, il est nul en X ou Y. Donc en fait, il n'y a pas de ligne de champ magnétique en X ou Y, donc pas de problème, elles ne sont pas perpendiculaires, puisque en fait, elles ne vont pas exister au contact du plan X ou Y. Alors bien sûr, on va passer au cas de la nappe infinie, c'est-à-dire le plan infini portant une densité surfacique de courant, JS, qu'on avait défini dans le cours avant les vacances. Donc si jamais H tend vers 0, si H c'est vraiment très très petit, on va modéliser la tranche comme une surface. Et on va modéliser la répartition de courant en volume avec J comme une répartition de courant en surface avec JS. Et JS, on va dire que c'est H fois J, donc en ampères mètre moins 1. Donc densité surfacique de courant. Alors, on va pas tout recommencer, hein, ça veut dire qu'on reprend les expressions de tout à l'heure et on remplace simplement J fois H par JS. Voilà. Vous allez donc trouver que au-dessus du plan portant les courants surfaciques JS, vous allez avoir B qui vaut mu0 JS sur 2 UX. Et en dessous du plan, bah, moins mu0 JS sur 2 UX. Voilà. D'accord? Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une discontinuité à la traversée de ce plan. Parce que le champ magnétique, bah, il semble être discontinu quand on traverse ce plan. On a ce qu'on appelle une discontinuité apparente du champ magnétique en Z égale 0. Alors évidemment, en réalité, il n'y a pas de discontinuité, même si elle est apparente ici. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'en réalité, un plan portant des courants, ça n'existe pas. En réalité, il y aura toujours une petite épaisseur H, et le champ magnétique, comme on l'a vu tout à l'heure, il sera continu en traversant cette épaisseur. Mais ça me permet de rebondir sur une formule qu'on pourra vous fournir, puisqu'elle n'est pas à connaître, elle n'est pas exigible. C'est la formule de la discontinuité du champ magnétique quand on traverse une surface, une nappe surfacique de courant. Alors c'est la formule cousine de celle qu'on a vue pour le champ électrique quand on traversait une surface chargée. Alors elle est un petit peu plus compliquée celle-là parce qu'elle fait intervenir un produit vectoriel. Donc en fait on a N12 vectoriel B2 moins B1 qui est égal à mu0JS. Pas de problème, cette formule vous sera fournie, vous n'avez pas à la connaître par cœur. Alors on va appeler 1 le domaine qui est sous le plan, 2 au-dessus, N12 la normale perpendiculaire de 1 vers 2. Et on va essayer de vérifier cette formule. Donc N12 ici, bah, c'est UZ, vectoriel B2 moins B1, donc mu0 JSUX. UZ vectoriel UX, ça fait bien UY. JSUY, c'est bien le vecteur JS. Bingo, ok. La formule est vérifiée. Je retrouve bien l'expression du vecteur JS qui est bien selon UY. Donc évidemment que cette formule fonctionne. Elle est même démontrée, hein, mais la démonstration n'est pas votre programme. Vous l'admettez, vous l'utilisez quand on vous la donne. Voilà pour le deuxième cas d'école qui est donc la tranche infinie. Alors nous allons passer maintenant au troisième cas d'école, très très important parce qu'on va dire c'est quasiment 80% voire plus des exercices en magnétostatique, c'est la bobine, le solénoïde. Infini entre guillemets, très long. Alors on considère effectivement donc un solénoïde, une bobine, de longueur H et de rayon grand R. En réalité les spires sont jointives, hein, j'en ai dessiné que quelques-unes. Évidemment,
attention, c'est un seul fil de cuivre. En fait, c'est un seul fil de cuivre qui a été enroulé autour de la surface cylindrique, l'axe OZ, et on suppose que les spires sont jointives. Alors pour l'instant, on va considérer que le fil n'a pas de dimension, et que c'est comme si on avait une espèce de surface de courant, de nappe de courant cylindrique, si vous voulez, si on suppose que les spires sont jointives et qu'il n'y a pas de dimension pour le fil de cuivre. On appelle petit n grand N sur H, avec grand N le nombre de spires, H la longueur, le nombre de spires par unité de longueur, donc en mètre moins 1. Alors c'est en général une indication importante sur un solénoïde. Et le solénoïde, on va pouvoir le considérer comme infini, c'est-à-dire négliger les effets de bord, si sa longueur H est très très grande devant le rayon grand R. Si on fait une vue avec l'axe OZ perpendiculaire à la feuille, bah là vous retrouvez effectivement une spire. Une spire va être circulaire avec le courant I. J'appelle M un point quelconque à l'intérieur du solénoïde, je repère sa position par les coordonnées cylindriques, petit r, UR, et on admet quelque chose. Alors, encore une fois, la démonstration, je sais la faire, elle est plus au programme, on ne doit plus vous la faire, c'était un petit peu long. On admet en PSI que le champ magnétique à l'extérieur d'un solénoïde considéré comme infini, attention, c'est nul. Voilà. Donc ça, on vous le dit dans l'énoncé, ou alors bah, vous l'affirmez, on ne vous demandera pas plus. On considère que le champ magnétique, il est rigoureusement nul à l'extérieur. Alors bien sûr, c'est pas vrai en toute rigueur, puisque le solénoïde, il est jamais infini, il y a toujours des effets de bord. Ça, on peut le voir sur un petit croquis. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelques lignes de champ magnétique ici avec les deux aimants. Voilà, ça c'est un solénoïde réel, avec une longueur qui n'est pas infinie, bien sûr. Et ça, ce sont les lignes de champ magnétique d'un solénoïde réel, et vous voyez que aux extrémités du solénoïde, il y a des lignes de champ qui fuitent, alors qui rentrent ou qui fuitent, et ça, ce sont effectivement les effets de bord. Ça veut dire qu'en réalité, le champ magnétique, il n'est pas nul. Alors, il va être quasiment nul dans ces zones-là, si vous voulez, si le solénoïde est suffisamment long par rapport à son rayon, mais il y aura forcément des effets de bord. Et vous, cette année, vous n'étudiez pas les effets de bord. Donc, on fait comme s'il était infini. Bien, on passe aux invariances et aux symétries. Alors, il y a invariance par rotation autour de l'axe OZ, bien sûr, pour la répartition de courant. Il y a invariance par translation selon l'axe OZ si on le considère comme infini. Donc, en coordonnées cylindriques, le champ magnétique, il dépend que de R. Très bien. Maintenant, si on trouve un plan de symétrie, eh ben, on a gagné et on aura la direction du champ magnétique. Alors, en effet, si je prends le plan P qui coupe le solénoïde en deux, en considérant évidemment que le solénoïde est infini, c'est un plan de symétrie pour les courants, puisqu'il transforme les courants en leur symétrique. Si vous préférez, c'est un plan qui couperait le solénoïde en deux ici, et on a bien une symétrie pour les courants. C'est un plan de symétrie, donc le champ B, il est perpendiculaire à ce plan, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Donc il est selon UZ. Donc les lignes de champ magnétique, ce sont toutes les droites parallèles à l'axe OZ. Alors à l'intérieur du solénoïde, puisqu'il est nul le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde. On peut reprendre le schéma de tout à l'heure, donc vous avez bien les lignes de champ parallèles, et en réalité des effets de bord aux extrémités. Il ne reste plus qu'à trouver son expression. Alors pour trouver son expression, on utilise le théorème d'Ampère. J'ai fait un dessin en projection, vous avez l'axe OZ, vous retrouvez les spires avec le courant I qui vient vers vous, et là qui repart, le rayon R. J'ai pris le point M quelconque, et je vais appliquer le théorème d'Ampère sur un rectangle de largeur L, dont une partie passe par le point M à l'intérieur, et une partie est à l'extérieur. Je vais calculer la circulation du champ magnétique sur ce rectangle. Alors ça va être très simple, puisque le champ magnétique il est nul à l'extérieur, donc B scalaire dl ça vaut 0 sur cette partie-là. Sur ces parties-là, le champ magnétique B, il est selon UZ, et le dl il est perpendiculaire, donc B scalaire dl ça fait 0. Donc il reste uniquement la circulation sur cette portion-là. Et là, B et dl sont linéaires dans le même sens. Et puisque B ne dépend que de R, B est constant sur ce segment. Donc il reste simplement B en M fois L. Voilà. Ensuite, c'est mu0 fois l'intensité enlacée. Alors pour avoir l'intensité enlacée, on va imaginer, puisqu'on a le droit de prendre n'importe quelle surface ouverte s'appuyant sur le contour, je prends la surface du rectangle. Et je vois que là, le rectangle, il est traversé positivement par les courants I, mais pas qu'une fois. Donc on va compter combien il y a de spires qui traversent le rectangle ici. Alors il y a petit n spires par unité de longueur, donc il y a petit n fois grand L spires. Donc mu0, petit n grand L I. Voilà pourquoi le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, c'est mu0 ni uz avec petit n le nombre de spires par unité de longueur. Alors ça, ce résultat, il faut savoir le démontrer, bien sûr, et l'apprendre par cœur, parce qu'on l'utilise très 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 souvent. Et donc, il est uniforme. Alors, on aurait pu l'imaginer déjà qu'il était uniforme, parce qu'on voit bien que les lignes de champ, elles sont toutes parallèles. Ça veut dire que là, le champ magnétique, il ne varie pas entre deux lignes de champ.
Donc il a la même valeur partout. Donc le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, considéré comme infini, il est donc uniforme. Il vaut mu0 ni uz, ce qui est assez simple à retenir. Très très important. Champ magnétique uniforme, mu0 ni uz. Alors on terminera par une discontinuité apparente quand même, parce qu'à la traversée du solénoïde, donc à la traversée de la surface cylindrique du solénoïde, on passe de mu0 ni à 0. Donc là encore une fois, on fait apparaître une discontinuité. Cette discontinuité, bien sûr, n'existe pas. Il n'y a jamais de discontinuité du champ magnétique, c'est une discontinuité apparente. Alors pour l'expliquer, eh bien, on va utiliser la formule de discontinuité que je vous ai donnée tout à l'heure. N12 vectoriel B2-B1 égale mu0JS. On va appeler 1 l'intérieur du solénoïde, 2 l'extérieur. N12 le vecteur unitaire perpendiculaire de 1 vers 2, c'est-à-dire c'est le vecteur UR, des coordonnées cylindriques. Et Uθ, le vecteur orthoradial qui vient vers nous. Si j'applique la formule N12 vectoriel B2 moins B1, donc UR vectoriel vecteur nul moins mu0 ni uz, je vais trouver mu0 ni Uθ. Ça veut dire que tout se passe comme si ni Uθ c'était un vecteur courant surfacique JS. En effet, si on considère que le fil n'a pas de dimension et que les spires sont jointives, c'est comme si le solénoïde c'était une surface cylindrique de courant, avec JS égale ni Uθ. Alors c'est cohérent en dimension, parce que JS c'est des ampères mètre moins 1, NI, I c'est des ampères, et N c'est des mètres moins 1, donc c'est bien tout à fait cohérent. En effet, un solénoïde, si on considère qu'il est constitué d'un fil sans dimension, c'est comme si c'était une nappe surfacique de courant, alors qui tourne bien sûr autour de l'axe OZ. Voilà pourquoi on fait apparaître une discontinuité. En réalité, bien sûr, il y a continuité. Pourquoi? Parce que le fil de cuivre, en réalité, il a une épaisseur, il a un rayon petit a de quelques millimètres en pratique, mais il a quand même une dimension. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du fil de cuivre, la répartition de courant, en réalité, elle est volumique, avec une densité volumique de courant J, voilà, sur toute l'épaisseur. Et quand on passe du milieu 1 de l'intérieur du solénoïde au milieu 2 l'extérieur, on traverse l'épaisseur du fil de cuivre. Et donc le champ magnétique, il va pouvoir varier de mu0 ni à 0 continuellement. Il va diminuer tout doucement et s'annuler en traversant le fil de cuivre. Il n'y a pas de discontinuité en réalité. Alors bien sûr, le cas du solénoïde en prenant en compte l'épaisseur du fil, on va laisser tomber, ça va être un petit peu compliqué. Alors ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus par l'épaisseur du fil, on verra un dernier cas dans le cours d'après, c'est le solénoïde torique. Vous voyez bien, le fil de cuivre, évidemment qu'il a une épaisseur, on le voit très bien sur la photo. Même sur l'autre photo qui est ici, là on arrive bien à imaginer que les spires jointives, elles ont une petite épaisseur de quelques millimètres, ça se voit bien ici. Voilà, ce sera tout pour le cours de mercredi. Alors je ne pense pas avoir le temps d'attaquer le dernier cas du solénoïde torique, on va le garder plutôt pour vendredi. Donc pour cette vidéo, ce sera tout.